Je vous propose qu'on y aille. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thibaut de Saint-Blancard, je suis cofondateur d'Alenvie, qui est une structure d'aide à domicile que j'ai créée en 2016 avec deux amis qui s'appellent Clément Saint-Olive et Guillaume Desnaux. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'animer cette conférence de presse pour partager l'initiative Nous Auxiliaires. Donc, déjà, je vais commencer par vous présenter les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, on va faire un partage d'écran, voilà, qui va nous prendre quelques instants parce que, voilà, on n'est pas tout seul. Et c'est super. On a donc 6 professionnels du secteur qui sont là ce matin. On a 4 auxiliaires et on a 2 dirigeants. Donc, je vais vous les présenter. C'est plus simple comme ça parce que comme sur Zoom, on ne sait pas trop qui est qui et où sont les personnes. Donc, on a 4 auxiliaires. Donc on a Isabelle qui travaille chez Alliance Vie à Fontainebleau. Une autre Isabelle qui travaille chez Alenvie. Frédéric qui est chez Atouzage à Nantes. Et Sofara qui travaille chez Louvea à Nancy. Donc voilà, donc ce sont 4 auxiliaires qui ont co-construit la démarche et nous avons également la chance d'avoir 2 dirigeants de structure. David Lenorcy de Synergie Avenir qui est à Bordeaux et puis Arnold Fouquet de Vivat qui est à Lille. Donc voilà, ces professionnels pourront témoigner dans la deuxième partie de la conférence de presse. Ce que je vous propose comme organisation, c'est qu'on soit le plus interactif possible, parce que sinon ça va être un peu long. Donc, en fait, on va séquencer cette conférence de presse en 2 temps. Un premier temps de 10 minutes, voilà, on va essayer d'être assez court, où on va vous présenter l'étude, puis les propositions. Et puis un deuxième temps un petit peu plus long, de 45 minutes, ou en tout cas on prendra le temps qu'il faut pour que vous puissiez échanger avec les auxiliaires, avec les dirigeants, pour que vous puissiez avoir leur ressenti sur ces propositions, sur leur métier, plus en général. Je vous propose juste quelques règles techniques pour que tout ça se goupille bien, parce que on est sur Zoom, c'est pas toujours simple quand on est à beaucoup de monde. Donc voilà, par défaut, en tant qu'organisateur, on vous a mis en muet pour que le son soit plus fluide pour tout le monde. Alors, Léa, excuse-moi, il y a une personne qui m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle était en salle d'attente. Voilà, merci beaucoup, excuse-moi. Donc, par défaut, voilà, tout le monde est mis en muet pour préserver la qualité du son. Donc, en théorie, il n'y a que la personne qui parle qui active son micro. Donc, quand vous voulez parler, on y reviendra tout à l'heure, vous pouvez lever la main et après activer votre micro. Si la connexion est lente ou qu'elle bug sur Zoom, vous pouvez désactiver votre caméra, ça ira mieux. Et alors là, on ne va pas vous donner toute l'étude là parce que ça serait trop long, mais sachez qu'à tout moment, vous pouvez demander l'étude à Léa, qui travaille avec moi, qui est ma collègue, et donc en lui envoyant un mail, léa@alenvie.io, comme ça, elle vous enverra l'étude, qui sera par ailleurs disponible dans le dossier de presse. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter cette étude, puis Isabelle vous présentera les propositions. Donc, on a réalisé une enquête qui, sur les réseaux sociaux, qui a été postée sur des réseaux sociaux pour atteindre le plus de personnes en France. Et cette enquête, elle avait pour but de voir comment est-ce que les auxiliaires de vie vivaient la crise actuelle. Donc, cette enquête, elle a été mise en ligne du 9 au 16 avril 2020. Et nous avons obtenu 1109 réponses d'auxiliaires, donc sur le questionnaire en entier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sur ces réponses, sur ces 1109 auxiliaires, il y en a presque 100 qui ont indiqué qu'elles ne travaillaient plus en ce moment parce que soit elles devaient s'occuper d'un proche ou soit parce qu'elles avaient une santé à risque. Et donc, ça fait un peu plus de 1000 auxiliaires, 1012 exactement, qui continuent de travailler malgré la crise sanitaire et qui ont répondu à cette enquête. Alors, sur la méthodologie du questionnaire,
ce questionnaire reprend la méthodologie de l'indice d'alignement humain, l'indice d'alignement humain, pardon, qui mesure l'alignement entre les conditions de travail des auxiliaires de vie et la nature humaine de leur métier. Cet indice qui a été créé en 2019. Et cette enquête, donc, dans cette enquête, on s'appuie sur la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow, qu'on va lier donc, aux besoins des auxiliaires, donc les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance et d'accomplissement. Ce questionnaire, il se compose de 16 questions, et donc les répondants pour ces 16 questions pouvaient mettre une note entre 1 et 4 sur une échelle de « je ne suis pas du tout d'accord » à « je suis tout à fait d'accord ». Et voilà, donc c'est comme ça que les auxiliaires ont répondu à ce questionnaire. Donc, encore une fois, on ne va pas le dérouler entièrement, mais il est accessible à tout moment avec Léa. Je vais juste très rapidement faire un focus sur 3 choses. Cette étude, elle est vraiment intéressante à 3 titres. Déjà, elle est intéressante parce qu'elle montre que la crise qu'on vit actuellement est un miroir grossissant. Alors, est un miroir grossissant des difficultés que vivent les auxiliaires en temps normal. Hein. Vous savez que les auxiliaires déplorent vraiment de valorisation de leur métier. Ça a été souligné dans les rapports en 2019 et c'est mis en avant depuis pas mal de temps. Cette crise, elle met vraiment en lumière, comme un miroir grossissant, ces difficultés. Alors, je vais vous parler de 2-3 chiffres. Je ne vais pas tous les faire, mais des chiffres qui nous ont pas mal interpellés. Déjà, sur les besoins liés à la sécurité et les besoins physiologiques, on a 84% des auxiliaires aujourd'hui qui ont l'impression de mettre leur santé et la santé de leurs proches en danger. Donc, ce chiffre-là, il est quand même assez marquant. Autre question liée à la sécurité, parce que ça a été aussi dans l'actualité, on a 55% des auxiliaires de vie interrogés qui disent manquer de matériel. Toujours dans les enseignements principaux de l'étude, on a au niveau du besoin d'appartenance encore 33% qui disent 33% des auxiliaires qui disent ne pas avoir assez de solidarité entre collègues ou entre confrères, alors que la période est plutôt difficile. En termes de reconnaissance, le métier d'auxiliaire de vie n'est pas encore assez reconnu pour beaucoup des auxiliaires. 71% pensent que la société ne prend pas conscience de l'importance de leur métier. Donc ça, ce sont des constats voilà, qui témoignent du miroir grossissant dans un sens, mais il y a aussi des choses positives qui vont dans l'autre sens, sur le besoin d'accomplissement notamment, parce qu'on a 95% des auxiliaires de vie aujourd'hui qui se sentent à leur place en accompagnant les personnes les plus fragiles, et on a 94% des auxiliaires interrogés qui sont fiers de leur métier. Donc ça, c'est plutôt évidemment positif. Voilà, je vous inviterai à lire dans le livret les verbatims de l'étude parce qu'ils sont vraiment riches et voilà, ils sont vraiment riches comme à chaque fois qu'on permet à ces professionnels de s'exprimer. Donc je vous invite vraiment à les lire. Donc à partir du moment où on a réalisé cette étude, voilà, on a pris connaissance des résultats tout d'abord chez Allenby et on les a partagés avec nos auxiliaires. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on lit ces témoignages, mais à chaque fois qu'on lit et qu'on fait ces constats, on est interpellé. Du coup, cette fois-ci, on a décidé de réagir de manière collective et de rédiger les propositions qu'on va vous présenter juste après, qui traduisent ce qui est dit dans cette étude et qui traduisent aussi ce qu'elles vivent depuis trop longtemps. Donc, on a rédigé ces propositions avec des auxiliaires de Allenby en premier, puis après, on les a partagées avec des confrères et avec des auxiliaires pour voir si ça leur parlait. Et on a du coup aujourd'hui 23 dirigeants de plusieurs structures dans toutes les régions de France, dirigeants du secteur privé et associatif. Et on a 43 auxiliaires qui sont officiellement en soutien, mais on a bien plus d'auxiliaires qui le sont différemment, puisque là, on a lancé une pétition qui a recueilli plus de 2000 signatures, donc on peut considérer comme des soutiens.
Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à ma collègue Isabelle, qui va vous présenter les 4 propositions qu'on a formulées donc, la semaine dernière. Isabelle, je ne sais pas si tu peux prendre la parole et le relais pour présenter ces 4 propositions. Voilà, c'est bon là? Oui, on t'entend bien. Vous m'entendez bien? Bon, bah, bonjour à tous. Je vais vous présenter les 4 propositions qui sont ressorties de ce questionnaire. Donc, la première, c'est que nous, auxiliaires, voulons être inscrits dans les répertoires nationaux des professionnels de santé afin d'être considérés comme des soignants. Entre autres, le même niveau de priorité pour le matériel de protection qui concerne les masques, les gants, le gel, etc., les casaques, d'avoir la possibilité d'avoir une carte professionnelle et des macarons pour les auxiliaires qui ont des véhicules. La deuxième proposition, c'est la rémunération, car la valorisation de notre métier passe avant tout par une meilleure rémunération. C'est pour ça qu'on demande à avoir un salaire minimum de 1 500 € net par mois, sachant que actuellement les auxiliaires sont au SMIC et que dans certaines sociétés, 12% au-dessus du SMIC, ce qui n'est pas grand-chose pour le travail effectué tous les jours. La troisième proposition, c'est que notre métier doit être reconnu comme un seul métier à part entière, car il y a aide à domicile, enfin, bon, il y a plusieurs sortes de métiers, et qu'on aimerait fusionner toutes les branches professionnelles et pouvoir définir une convention collective commune, pour le troisième point. Le quatrième point, c'est rendre obligatoire la qualité de société à mission ou le statut ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, pour toutes les sociétés commerciales du secteur d'aide à domicile. Voilà. En gros, pardon, je suis partie. Excusez-moi. Voilà. Voilà, je vous ai rapidement Merci beaucoup. décrit les 4 propositions. Merci à vous. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle. Et bien sûr, Bien sûr, on va y revenir après. Tu peux couper ton micro si tu veux, Isabelle. si tu veux. Voilà, on va Voilà, revenir sur les propositions propositions par la suite de par la suite de la. Isabelle, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Super. On va y revenir dans la séance de questions-réponses, hein, évidemment. Vous pourrez poser toutes vos questions. Juste avant de la commencer, justement, cette session, je voulais vous dire enfin qu'on avait eu la chance d'avoir pas mal de soutien, hein, de cette initiative quand on l'a partagé aux professionnels du terrain, mais on l'a également partagé aux personnalités du secteur et à différentes personnes. Et on a été presque surpris par l'écho très favorable qu'a recueilli cette initiative. Et on a eu un certain nombre de personnalités qui nous ont dit, pardon, oui, bien sûr, on les soutient, on signe et on vous soutient parce que la cause que vous défendez, que vous mettez en avant est vraiment très importante, et en particulier aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir pas mal de soutien, donc déjà des personnalités du secteur, à commencer par Myriam El Khomri. Et Dominique Libaud, qui ont rédigé des rapports en 2019 sur l'attractivité des métiers du grand âge et sur le rapport grand âge et autonomie pour Dominique Libaud. On a des organisations syndicales qui se sont aussi, pour qui ces propositions ont vraiment été très, très claires et qui ont voulu nous soutenir. Donc, Laurent Berger en personne a apporté son soutien, l'ensemble de la CFDT et des fédérations de la CFDT, Laurent Estcure, secrétaire général de l'UNSA et son organisation syndicale. Ensuite, on a eu pas mal d'intellectuels et de sociologues qui se sont reconnus aussi dans cette cause.
pour ne pas tous les citer, Edgar Morin, Boris Cyrulnik, Marie de Henzel, on a Axel Kahn, Jean Viard ou encore Hervé Lebras. Et enfin, on a des personnalités publiques ou politiques, et parmi eux d'anciens ministres. Voilà, on a Nicole Notat, Xavier Emmanueli, Michel Delaunay, Alain Rousset et Julie Gaillet. Donc, voilà, on était vraiment ravis de voir que cette initiative ne parlait pas uniquement aux professionnels du secteur, mais parlait également à ceux qui écrivent et à ceux qui organisent la vie du secteur à l'extérieur. Ce que je vous propose maintenant qu'on a fini ce premier temps de présentation, c'est de vous laisser la parole pour que vous puissiez poser directement vos questions aux auxiliaires qui sont présents et puis aux dirigeants également si vous le souhaitez. Ce que je vous propose, alors peut-être que là on peut arrêter voilà, la présentation pour qu'on puisse voir tout le monde. Ce que je vous propose, si vous avez une question, c'est que vous leviez la main sur Zoom. Ou vous levez la main en physique ou vous levez la main sur Zoom. Pour lever la main sur Zoom, il faut cliquer sur l'onglet participants, puis lever la main. Voilà, donc en bas, vous avez le chiffre, enfin l'item plutôt participant. Quand vous cliquez sur participant, là, vous pouvez mettre lever la main. Comme ça, nous, ça nous permet de repérer et puis de vous donner la parole. Quand vous prenez la parole, n'hésitez pas à vous présenter et puis à dire à la fin que vous avez fini, parce que ce n'est pas toujours évident de le savoir à distance. Voilà, si vous le souhaitez, je vous laisse la parole pour les... Enfin, je vous remercie déjà de votre attention et je vous laisse la parole pour les premières questions. Voilà, oui. Ce qu'on va peut-être faire pour la première question, c'est la première personne qui peut poser une question peut prendre la parole directement. Hélène Chevalier de France Inter. Je voulais savoir concernant le matériel justement et les masques qui avaient cruellement fait défaut au début de la crise, si la situation s'était améliorée ou si c'était toujours problématique. Bonjour. Sofara, je travaille aux sociétés Louvea à Nancy. Et en ce moment, tout le matériel s'est un petit peu amélioré, mais au début du confinement, pendant le pic du Covid, moi, ça me fait mal au cœur au début parce que j'ai 3 pharmacies qui m'ont refusé de donner des matériels. Ils ont dit qu'on était dans la liste. Et après, ils ont dit, on va faire l'inventaire et s'il y a du reste, on vous le donne. C'est quelque chose qui m'écoeure vraiment. J'ai vraiment mal au cœur à cause de ça. Mais on n'était pas reconnu par rapport à notre travail. C'est quelque chose que moi, j'aimerais bien que ça améliore un petit peu, que l'auxiliaire de vie, c'est du travail humanitaire. C'est du travail qu'on tient à cœur. Moi, j'adore mon travail, tout au fond de mon cœur. J'adore très, très bien. Je vis avec mon travail, mais par rapport au matériel, au début de Covid, il y a quelque chose qui n'était pas vraiment aux normes par rapport aux auxiliaires de vie. On n'était pas dans la liste de tout le monde. Tout le monde est prioritaire, mais nous, on est toujours au dernier de la liste. Mais en ce moment, c'est un petit peu amélioré parce que on peut récupérer tous nos matériels au bureau. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre auxiliaire veut compléter ou... Oui, moi. Oui, bonjour, c'est Isabelle Galland. Allô? Alors, moi, en fonction des masques, on a eu des soucis au début.
Actuellement, au niveau des masques, ça va mieux, mais on manque de gants. Et c'est vrai que au début, quand on passait en pharmacie pour demander des masques, j'ai eu un refus catégoriquement. Le pharmacien m'a dit non, vous n'avez pas droit. Vous aurez simplement droit si vous êtes en contact direct avec des personnes qui ont le coronavirus. Alors, je le regarde et je dis, mais comment savoir si je suis en contact avec les personnes qui ont le virus si on n'est pas testé? On ne sait pas. Alors, ça a été très révoltant. J'étais très révoltée contre ce monsieur parce que c'est pas normal. C'est pas normal. On est sous le front. On est là avec des personnes âgées. Il faut continuer notre travail sans problème, avec le sourire, et on ne bloque le chemin. On n'a pas le matériel nécessaire pour faire notre travail. Et je crois que j'ai bien fini pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Isabelle, si tu veux, pour terminer, la réponse. Sur Paris, au départ, les auxiliaires, en tout cas de chez Alanvi, avaient le droit à 9 masques par semaine, ce qui n'est pas beaucoup, mais enfin c'est mieux que rien. Et par la suite, la DASES a distribué des masques et des gants. Donc les auxiliaires, enfin certains coachs d'Alanvi allaient les chercher à la DASES et les distribuer aux auxiliaires. Donc vers la fin, ça allait un peu mieux, mais il reste le problème des Kazakhs. Donc c'était un peu le système D, quoi. Voilà. Ça reste quand même un gros problème. Si on faisait partie du personnel soignant, on aurait peut-être beaucoup plus de matériel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur? Vous m'entendez? Oui. Je voudrais que vous expliquiez dans les 4 points que vous avez évoqués, il y en a 3 qui me paraissent très clairs, hein, les 3 premiers, et le 4e me paraît très technique, mais sans doute il y a des enjeux que je ne maîtrise pas. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous voulez que toutes les structures privées commerciales adoptent le statut de l'ESUS ou de la société à mission? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que ça change réellement ou qu'est-ce que ça pourrait changer? Voilà, merci. Est-ce que Arnold ou David, vous voulez répondre ou moi, je peux répondre aussi, mais allez-y, si vous voulez. Sur la connexion avec l'économie sociale et solidaire, ce qui semble, alors peut-être que la connexion avec le SUS, Thibaut, tu peux peut-être présenter vous votre parcours et puis ce que ça représente d'être SUS aujourd'hui. Et puis je viendrai peut-être compléter, non? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, l'objet de cette idée, c'est vraiment de dire, voilà, on travaille dans un secteur qui est très social, donc on ne peut pas conditionner l'existence de l'entreprise uniquement sur des sujets économiques. Et il faut absolument il faut absolument que des enjeux sociaux et économiques se rejoignent. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une structure qui est rentable, mais après, c'est bien de prendre les décisions en considération de l'impact social que ça va produire. Là, ce qui est super, c'est que ces dernières années en France, il y a eu des statuts qui ont émergé avec des lois, le statut ESUS, entreprise solidaire à utilité sociale, et le statut d'entreprise à mission qui a été créé après dans le cadre de la loi Pacte. Ces statuts, ce sont des aides. Ce sont en fait des dispositifs qui vont aider les entreprises par exemple, à mettre en place une gouvernance partagée, ce qui est le cas dans les statuts ESUS. Mettre en place une gouvernance partagée, c'est
faire en sorte que les auxiliaires, alors dans une structure d'aide à domicile, c'est faire en sorte que des décisions soient prises par toutes les parties prenantes, notamment les auxiliaires, parce que c'est très important, parce que ce qui les concerne au quotidien, c'est à elles aussi de prendre les décisions les concernant. Et ensuite, je vais juste un peu témoigner sur les entreprises à mission, parce que quand on se constitue entreprise à mission, on se dote d'une raison d'être. Et la raison d'être, ce qui est aussi très, très bien fait, c'est que ça permet d'aligner les parties prenantes. Nous, chez Alenvie, par exemple, on a mis en place une raison d'être qui est humaniser l'accompagnement des personnes vulnérables en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. Et cette raison d'être, on l'a écrit à plusieurs. On l'a écrit en réunissant des auxiliaires, en réunissant des actionnaires. On l'a fait aussi avec nous, fondateurs, avec des salariés d'Alenvie. Et l'idée, c'est que tout le monde soit en phase avec ce qu'on veut faire au quotidien et sur notre raison d'exister. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se pose une question au quotidien sur une décision, qu'on soit auxiliaire ou qu'on soit au bureau, eh bien, on va se référer à cette raison d'être. Et ça nous a semblé très important. Parce qu'on va être sur le comment, sur le comment est-ce qu'on fait les choses et comment est-ce qu'on veut faire les choses. Du coup, ça nous paraît essentiel que l'ensemble des acteurs du secteur se dotent de ces statuts. Donc, ça peut être ou ESUS ou société à mission. Si tu veux compléter, Arnold. Oui, je veux bien compléter. Ce qui fait donc au niveau de Vivat, on a également ce statut d'entreprise solidaire. Ce qui fait qu'on adhère à cet angle, c'est qu'on ne peut pas limiter la vision de notre activité à la réalisation de prestations de services. Aujourd'hui, c'est vraiment le devoir de dirigeant de se pencher sur les professionnels qui agissent au quotidien dans ces métiers-là. Et la volonté à travers cette proposition, c'est pour nous, c'est d'inciter par tous les moyens possibles les dirigeants, quelle que soit leur structure, à prendre davantage en compte ceux et celles qui agissent au quotidien dans ces métiers-là. Alors derrière, ça peut être incité sous n'importe quelle forme, mais c'est encourager la démocratie dans les organisations, c'est encourager l'innovation dans les organisations en prenant l'autonomie des salariés. C'est tout un ensemble de mesures que l'on encourage pour davantage prendre en compte le quotidien, les responsabilités, l'autonomie, les valeurs nécessaires qui doivent être accordées au métier des auxiliaires de vie. Voilà. C'est pour ça que cet angle nous semble important à mettre en avant. Pour compléter, et je parle au nom d'Aide Avenir, où depuis 2017, on a expérimenté d'aller sur une forme de coopérative d'intérêt collectif, donc qui est une forme, je dirais, à mi-chemin entre l'entreprise classique, parce qu'on est dans de l'économie classique, et de l'autre côté, dans une gouvernance associative. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, les métiers dans lesquels on agit pour l'intérêt général, on parle de plans sur l'autonomie, le grand âge, et qui nécessitent en fin de compte d'impliquer un projet de société. Et ça, cette action d'intérêt général, comme mes deux collègues l'ont évoqué, et comme les auxiliaires l'ont témoigné, fait qu'on agit tous ensemble pour les personnes et que l'ensemble des parties prenantes, elles doivent être partie de la décision et de la gouvernance. Et qu'aujourd'hui, des formes juridiques qui sont plutôt tournées vers l'économie sociale et solidaire permettent, en fin de compte, aussi bien aux usagers, clients, que les salariés, mais aussi les acteurs des territoires, parce qu'on est aussi les acteurs de proximité, il ne faut quand même pas l'oublier. Toutes nos structures, elles sont proches des gens et dans le quotidien des gens. Faire en sorte que les gens travaillent ensemble et le font. Et ces statuts, parce que statut ne fait pas vertu obligatoirement, obligent en fin de compte à se questionner et à impliquer tout le monde et impliquer ses parties prenantes. Ce n'est pas simplement de le dire et de donner de l'intention, c'est aussi dans les us, ou si bien dans les formes de sociétés coopératives ou autres, d'impliquer cette gouvernance et de la faire vivre au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, et les réponses qui ont été données par nombre de nos collègues intervenants de terrain
font que derrière, elles ne doivent pas être annexes à côté, elles doivent être intégrées dans le process et dans le fonctionnement de nos structures. Merci beaucoup. Ça répond à votre question, monsieur, ou est-ce que… Ça veut dire que vous considérez que le fonctionnement actuel dans les sociétés commerciales, éventuellement dans les associations, n'est pas satisfaisant? Est-ce que c'est ça le constat que vous faites? Entre guillemets, non. On dit qu'aujourd'hui, et la preuve, aujourd'hui, on a un certain nombre de dirigeants qui sont dans le collectif Le Manabor et autres, sont des sociétés commerciales et ont cette dynamique d'implication, mais il peut y avoir des dérives et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas obligatoirement de dire que les choses actuelles ne sont pas bonnes, c'est comment on marque dans les statuts, dans ce qui est quand même l'élément de corpus de nos structures, l'implication des parties prenantes. Aujourd'hui, les statuts classiques n'imposent pas obligatoirement de mettre les clients, les usagers et surtout ces salariés dans l'implication de la gouvernance et de la vie collective pour travailler ensemble. C'est juste de pousser cette implication et vraiment de faire le lien entre toutes ces parties prenantes qui est important. Merci beaucoup. Vous avez une question, Madame Renaud? Ouais. On ne vous entend pas, excusez-moi. Non. Non. Là, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Bonjour, je suis donc Marie-Cécile Renaud, journaliste au Figaro. Donc, moi, j'aurais deux questions. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans le registre des professionnels de santé? Est-ce que c'est un problème de formation, de reconnaissance de diplôme? Enfin, comment ça peut se régler? Et deuxièmement, vous nous avez dit qu'il y avait eu des grosses tensions sur le matériel, notamment sur les masques au départ. Ça semble aujourd'hui réglé. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour vous? Est-ce que c'est les transports en commun? Est-ce que c'est, je ne sais pas, enfin, qu'est-ce qui est le plus compliqué ou est-ce qu'il y a encore des tensions? Merci beaucoup. Je vous propose de répondre voilà, aux deux questions les unes après les autres. Donc la première, si je reformule, c'est pourquoi est-ce que aujourd'hui on ne se sent pas assez, ou on ne se sent pas tout court professionnel de santé? Est-ce qu'il y a une auxiliaire qui veut répondre? Vas-y, Isabelle, vas-y, si tu veux. Alors, on n'est pas reconnu en tant que soignant parce qu'en fait, dans notre secteur d'aide à domicile, il y a énormément de branches et on est plutôt considéré comme peut être considéré comme des aides ménagères. Il n'y a pas de reconnaissance de notre vrai travail au quotidien. Et c'est pour ça que de pouvoir être reconnu en tant que personnel soignant, même si on ne fait pas des soins à proprement dit, on est dans le prendre soin chez les gens. Et ça, c'est très important. On est dans le prendre soin. Et donc, ça passe par plusieurs tâches. En fait, on fait plusieurs tâches qui va de l'accompagnement de la toilette. On peut utiliser aussi du matériel comme les comment ça s'appelle, pour lever les malades. On peut faire les courses, faire à manger et faire de la stimulation cognitive pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lévy, etc. Donc, on a un rôle très large. Et moi qui suis aide-soignante de formation et qui ai choisi de travailler chez Alanvi en tant qu'auxiliaire, on intervient pendant 2 heures chez la même personne et en 2 heures, on crée du lien, on prend soin et c'est ça qui est important. Enfin, à mon avis, c'est pour ça qu'on voudrait être reconnu dans le secteur des soignants et puis pour plein d'autres raisons aussi.
pour aussi que la convention collective puisse changer aussi, parce qu'elle n'est pas… Ah, pardon. Il faut que la convention collective du secteur à domicile puisse changer pour fusionner justement toutes ces professions du secteur à domicile. Voilà. Je crois que Frédéric, merci beaucoup Isabelle, je crois que Frédéric voulait parler aussi. Vas-y Frédéric. Oui, je voulais expliquer un petit peu quelque chose. Je crois que le grand public a une idée très très floue de notre travail. Les gens qui connaissent notre travail, ce sont les gens qui nous emploient quelque part. Et encore, quand on arrive chez quelqu'un, on est un peu considéré peut-être comme une employée de maison, quelque part. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils s'aperçoivent qu'on est bien plus que des employés de maison. Effectivement, ma collègue disait, on peut faire beaucoup de choses, on est très polyvalente. On peut enlever une ampoule électrique et on peut aller faire des soins sur un lit pour un malade qui ne peut pas bouger. On est vraiment au plus près de notre population fragile. Et en fait, les gens ne connaissent pas notre travail. Et il faudrait communiquer un peu plus là-dessus. Quand on dit le métier que l'on fait, eh ben, les gens ne savent pas. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais du ménage? Tu vas faire des courses? Ah ben non, mais ce n'est pas seulement ça. Et on peut même accompagner les gens en fin de vie. Merci beaucoup Frédéric. Toi Flora, vas-y. Moi, je vais mettre quelque chose parce que par rapport à notre travail, le regard des gens avec notre travail, je suis d'accord avec tout le monde, avec tous mes collègues. Les gens nous regardent comme des employés de maison. Il y a des gens qui croyaient qu'on est des boniches, mais on est vraiment des gens qui étaient polyvalents. Au fil de temps que je fais le travail, on peut être kiné, on peut être infirmière, on peut être… on travaille on fait tous les bricoles à la maison, on peut manipuler tout le lève-personne, tout le matériel, comme les aides-soignantes. On fait beaucoup de choses dans notre travail, mais les gens, ils ne voyaient pas. Et on n'était pas considérés, même avec la famille des gens où on travaille, on n'était pas considérés. On est tout le temps dans les arrière-plans. Par exemple, si on est arrivé en même temps que les aides-soignantes ou les infirmières, même si c'était nous qui étions arrivés en premier, il faut que nous, on recule, il faut qu'on attende, il faut que les infirmières ou les aides-soignantes et les gens qui arrivent derrière nous, qui fassent leur travail. Nous, on est tout le temps obligés d'attendre parce que notre travail n'était pas considéré. Quelque chose qui arrive tout le temps avec notre travail aussi. Même la famille, les gens qui nous entourent n'arrivent pas à comprendre tout ce qu'on a fait. Mais moi, j'aimerais bien qu'on valorise un petit peu notre travail et former des jeunes aussi qui vont reprendre nos relèves, enfin, chercher quelque chose pour former les jeunes, parce que ça aussi, c'est une complication dès qu'il y a un remplacement, dès qu'il y a une fille, des collègues qui est en arrêt maladie, les filles qui vont nous remplacer, quelque chose comme ça, dès que les gens voyaient que ce n'est pas la même chose que l'autre qui était avant. Il y a toujours des complications avec notre travail, avec le regard des gens. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et justement, pour revenir sur la deuxième question posée, là, on a vu que les masques, effectivement, ça allait un petit peu mieux. Est-ce que voilà, l'une ou l'autre d'entre vous veut témoigner sur les plus grandes difficultés qu'elle vit actuellement liées à la crise? Oui, je pense qu'aujourd'hui, mais Arnold peut-être pourra plus réagir que moi, le décret qui est tombé, du moins l'arrêté au Prud'homme sur ce qui est venu dans le Nord aujourd'hui et commence à être imposé aux structures, et même ça descend jusqu'en Gironde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous dans une protection, d'aller se battre contre pour aller chercher ces EPI, ces équipements de protection, et qu'aujourd'hui, on est
confrontés d'un côté avec l'obligation et de se battre pour aller chercher ces EPI, avec la difficulté d'avoir l'ensemble des équipements. Je vois, nous, récemment, on nous a dit, ben voilà, ce qui a été mis dans le cadre de la décision de justice dans le Nord, ben, vous devez l'appliquer. Donc aujourd'hui, ça nous oblige à réduire énormément d'interventions parce qu'on n'a pas l'ensemble de tous les équipements qui sont nécessaires. Donc c'est, je dirais, une baisse d'activité, mais au-delà de ça, c'est des éléments de protection pour nos collègues de terrain. Mais en même temps, c'est surtout des usagers et des clients qui se retrouvent seuls chez eux parce qu'on est obligé de leur dire qu'on ne peut pas intervenir parce qu'on n'a pas accès à tous les équipements qui font qu'on peut continuer à venir chez eux intervenir parce que soit ils sont suspectés de Covid ou soit ils sont affectés. Et dans ces cas-là, c'est problématique. Merci David. Est-ce qu'une auxiliaire veut témoigner des éventuelles difficultés vécues en ce moment? Frédéric? Oui, alors je dois dire que là, à l'heure actuelle, en ce moment, ça va beaucoup mieux. Mais moi, ce que j'ai trouvé inadmissible, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour le gel hydroalcoolique, il arrivait un moment où il n'y en avait plus du tout nulle part. Pour en avoir, c'était du bouche à oreille. C'était presque de la contrebande. Moi, je sais que je suis allée chercher un bidon de solution hydroalcoolique dans une société qui initialement s'occupait de faire des produits pour les cigarettes électroniques, là. Mais c'était du bouche à oreille. On n'avait aucune information pour savoir comment se procurer du gel hydroalcoolique. Je trouve ça assez curieux et assez inadmissible quand même. Voilà, un témoignage. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que Isabelle de Alliance Vie, vous voulez parler, ou Sofara ou Isabelle? Oui. Alors, nous aussi, on a eu beaucoup de problèmes au niveau des masques au début, bien sûr. Le gel hydroalcoolique aussi. Nos dirigeants, ils ont fait le nécessaire. Ils ont fait plein de démarches à droite et à gauche pour en trouver. Et ça a été un peu compliqué. Actuellement, c'est les gants, comme j'ai précisé avant, que c'est un peu compliqué. Ils sont en rupture. Et bien sûr, les prix, alors, ils vont augmenter encore plus. On a eu des cas où on a eu besoin de, on va dire, porter des masques, des blouses, parce que les personnes, on a pris en charge des personnes qui ont été en contact ou contaminées avec le Covid. Du coup, nous, pour nous protéger, il nous fallait du matériel. Et pour avoir ces prises en charge, il fallait ce matériel qu'on n'arrivait pas à avoir. Mais avec les démarches que nos supérieurs, ils ont quand même à réussir quelques-uns, et du coup, on a pu prendre en charge ces personnes. Mais c'est sûr qu'il y a des sorties des hôpitaux. Mais c'est qui en prend en charge? C'est les aides-soignantes à domicile. C'est nous, les aides auxiliaires de vie. C'est pas personne d'autre. Parce que c'est bien de libérer les lits sur les hôpitaux. Mais c'est qui va s'en occuper des malades qui sont à la maison? Mais c'est nous. Et nous, on n'a pas tout le matériel nécessaire. On a été oubliés. On a fait des pieds pour avoir le minimum, le nécessaire pour pouvoir travailler correctement. Et même comme ça, on a un peu de mal. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a eu des mains levées. Bonjour. Vous m'entendez? Ouais. Clémence Delagnol, je suis journaliste pour Protection sociale information et pour Direction. J'ai plein de questions, mais la première, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport aux sorties d'hospitalisation. J'ai noté dans le dossier de presse qu'il y avait visiblement la coopération avec les infirmiers et infirmières à domicile n'était pas toujours satisfaisante. Et je me demandais si on pouvait avoir un peu des témoignages ou des réactions là-dessus. Visiblement, il y a quand même un enjeu de coopération
entre le sanitaire et le médico-social, qui ne se fait pas toujours dans les meilleures conditions, si je comprends bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'une auxiliaire veut répondre? Oui, Frédéric? Oui, vous m'entendez, c'est bon? Alors, la coopération entre les intervenants, c'est-à-dire les infirmières, les kinés, enfin, bon, toutes les personnes qui peuvent venir chez ces personnes fragiles, d'abord, c'est très compliqué parce que nos horaires ne correspondent pas toujours. On ne passe pas toujours au même moment et donc on ne se voit pratiquement pas. Bon, il arrive parfois qu'on se voit, mais il est vrai que eh ben, on sent vraiment que les infirmières sont des infirmières. Elles ont des diplômes, elles, et elles savent. Nous, eh ben, on est là pour donner un coup de balai, ramasser les choses qui sont derrière elles, ramasser le coton qu'elles ont laissé sur la table. Voilà. La coopération est très compliquée parce que bon, je ne dis pas avec toutes, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que nous, on est un petit peu considérés comme venant derrière les soignants. Eux, ils savent, ils ont la connaissance. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que David ou Arnold, vous voulez parler peut-être des projets qui sont en cours qui visent à justement faire converger des équipes pluridisciplinaires de soins et d'accompagnement? Ou moi, je peux le faire comme vous voulez. Je veux bien compléter et après tu pourras rebondir. Par rapport à cette notion de soins et de prendre soin des gens, je pense que c'est l'élément important qui a été évoqué par un nombre des intervenantes. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est se prendre soin de l'autre qui est important. Et la liaison, comme vous l'évoquiez, entre le sanitaire et le médico-social, elle est incontournable. Aujourd'hui, dans nos structures, qui c'est qui appelle nos structures pour pouvoir avoir des informations de comment ça se passe avec telle ou telle personne? C'est les corps médicaux, les médecins, les évaluateurs APA, CARSAT, PCH, qui appellent nos structures pour savoir comment, en fin de compte, le quotidien des intervenantes. Et qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans les bureaux que l'on va avoir les réponses. On se tourne vers celles qui sont présentes au quotidien avec ces personnes. Et aujourd'hui, la revalorisation est de dire que c'est des acteurs du soin à part entière, parce qu'aujourd'hui, c'est dans une grande partie des cas, les intervenantes qui viennent au quotidien qui sont les plus présentes avec les personnes et qui sont capables de donner des réponses si monsieur, madame se nourrit correctement, si monsieur, madame va mieux, si psychologiquement il va bien. Et à partir de là, elles sont partie prenante de ce soin parce que beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, en fin de compte, ils passent, ils ont l'information, ils ont pas le vécu, ils ont une posture d'une personne à un instant T, ils n'ont pas ce qui se passe à côté et le reste du temps. Et c'est aujourd'hui la trace et la valeur qui est apportée par ces personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, la valorisation d'être des acteurs du prendre soin, elle est incontournable parce que c'est une réalité et il faut arrêter de la nier ou de ne pas la mettre en avant. Juste pour compléter en 30 secondes, aujourd'hui, on a des projets en fait, avec différentes structures qu'on a déposées notamment dans le cadre de l'article 51 du ministère de la Santé pour justement créer des équipes qui soient pluridisciplinaires et qui interviennent au domicile d'une personne. Si on a dans une même équipe des infirmiers, des aides-soignants, des auxiliaires, différents professionnels qui font des choses différentes, il n'y a pas quelqu'un qui fait des choses mieux ou moins bien, on est complémentaires. Si on crée des équipes pluridisciplinaires et qu'on leur permet d'intervenir au domicile, ben là, on va vraiment créer une vraie complémentarité dans la chaîne de l'accompagnement et du soin. C'est ce qui va être intéressant. Madame, vous avez une autre question, je crois. Alors, juste si je comprends bien, le projet là que vous évoquez d'équipe pluridisciplinaire, on est proche des SPASAD, c'est ça? Oui, à ceci près que le SPASAD, en fait, qui est une idée super, on est encore dans deux modes de financement différents. C'est-à-dire que le SPASAD, on va réunir le soin qui va être par l'ARS et l'accompagnement qui va être financé par les départements et la CNSA. Et il y a un moment où il va y avoir finalement une structure qui va être divisée en deux avec des intérêts différents. Nous, ce qu'on préconise, et c'est l'objet de
de ce projet qui est actuellement à l'étude et le ministère de la Santé est très intéressé pour le faire avancer, c'est que justement, on ait une seule source de financement. Comme ça, il n'y a pas d'injonction contradictoire et on travaille vraiment main dans la main, si vous voulez. D'accord. Et après, oui, mes autres questions, elles s'adressaient peut-être plus aux dirigeants sur les questions de fusion des branches, de conventions collectives communes. Donc, quand vous parlez de fusion des branches, c'est lesquelles? C'est la BAD, l'hospitalisation privée, la BAS. Vous allez sur quel périmètre? Et sur la convention collective commune, votre idée, c'est quoi? C'est une convention collective commune à tous les secteurs, donc y compris établissements en domicile. Et en plus, on sait qu'il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Nexem et Luna travaillent là-dessus. Enfin, voilà. Quelles actions vous portez sur ces sujets-là et quel périmètre, en fait, vous donnez? Si vous voulez, je vais commencer, mes collègues vont compléter. Là, en fait, on se situe sur le monde de l'aide à domicile et le monde de l'accompagnement. Donc, c'est vrai que les conventions collectives qui sont les branches et les conventions collectives qui sont ici ciblées, il y en a trois. Hein. C'est la convention collective des services à la personne, celle pour la partie des services à la personne pour la partie accompagnement, parce que des services à la personne, c'est aussi de la garde d'enfants, du jardinage et tout, mais voilà, à nos yeux, on est quand même plus proche du soin que du jardinage. Donc, la convention collective des services à la personne, la convention, la branche de l'aide à domicile, et sous un prisme différent, les particuliers employeurs, même si les particuliers employeurs auront, quoi qu'il arrive, des spécificités qui sont inhérentes au fait qu'ils soient particuliers employeurs. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on fait le même métier. On est dans l'accompagnement et on n'est pas dans le soin. C'est pour ça que, pour répondre aussi à votre question, pour compléter, on ne va pas aller dans les branches du soin ou du médical parce qu'on ne fait pas partie. En fait, ça rejoint aussi la première proposition. On ne veut pas être considéré comme des soignants forcément, mais on veut insister sur la complémentarité qu'il y a entre l'accompagnement et le soin. Et du coup, avoir les mêmes droits. Voilà. Après, c'est sûr que c'est très technique, donc il y a probablement plein de discussions à avoir là-dessus. Je ne sais pas si mes confrères Arnold ou rien compléter, parce que c'est vrai que la fusion de ces trois principales conventions collectives permettra aussi, au-delà de résoudre un certain nombre de trucs, d'avoir une vraie homogénéité dans le parcours professionnel de nos collègues de terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand je passe d'une structure privée, qui est la convention collective privée, à une association, ben, il y a une rupture de continuité et autres, de reconnaissance des périodes précédentes. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut aussi, et ça fait partie de cet élément de reconnaissance, d'avoir quelque chose d'homogène. Oui, au-delà également peut-être des synergies en termes de visibilité des acteurs du métier, des formations, des mobilités professionnelles. Ouais, je souhaite aussi insister là-dessus parce que aujourd'hui, on peut travailler au domicile sur une partie de sa carrière, en établissement à un autre moment, enfin, de faciliter aussi les passerelles entre les métiers du prendre soin. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une autre question après. Madame Chevalier. Oui. Concernant, en fait, je voulais savoir comment vous envisagiez le déconfinement, parce que j'ai cru comprendre que dans le discours d'Édouard Philippe hier, que les auxiliaires de vie feraient partie des fameuses brigades, la mobile, qui vont s'occuper des cas Covid à domicile. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le rôle qu'auront les auxiliaires? Et est-ce que vous avez tout le matériel pour faire ce suivi? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Non, on n'a pas de détails. On est sollicité actuellement pour essayer de monter des équipes Covid. Et c'est là où on implique beaucoup nos collègues terrain, les intervenants, parce que c'est important. Et qu'aujourd'hui, l'élément de base, c'est, on parlait des EPI tout à l'heure, c'est pas le niveau de base d'avoir des masques ou des gants, c'est une nécessité d'avoir des combinaisons, d'avoir des éléments beaucoup plus importants et essentiellement des masques FFP2. Et aujourd'hui, on est en difficulté. Donc aujourd'hui, il y a de l'intention, il y a des éléments, mais on n'a pas
la capacité aujourd'hui d'avoir les équipements pour pouvoir le faire. Sans doute que ça va arriver dans la phase de déconfinement, mais à l'instant T, moi, je vois en Gironde, je n'ai pas les éléments qui me permettent de sécuriser mes collègues de terrain. Et ça veut dire du coup qu'il n'y aura pas d'auxiliaires de vie qui interviendront à domicile, au domicile des Covid tant qu'il n'y aura pas ce matériel? Ah bah, de toute façon, aujourd'hui, on a des obligations légales de protéger nos collègues qui vont sur le terrain. Donc, tant qu'on n'a pas les équipements, on ne peut pas faire des choses dont on n'a pas les moyens de le faire. Et c'est aujourd'hui l'élément. Alors, je suis persuadé que dans les jours qui viennent, les choses vont se débloquer et que des moyens vont être nécessaires. On le voit quand il y a besoin. Mais c'est vrai que c'est, pour l'instant, à l'instant T, le problème, c'est les équipements. C'est pareil dans les Hauts-de-France, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Par contre, ce qu'on constate, c'est une mobilisation régulière et impliquée de tous les professionnels de l'aide à domicile, ce qui nous donne confiance, nous inspire sur notre capacité à nous adapter lorsque peut-être à un moment nous serons sollicités ou sursollicités. Et après, ce qu'on compte là-dessus, c'est notre capacité d'adaptation, comme on a pu le faire au début, peut-être en système D, mais avec les limites que ça peut avoir, pour trouver rapidement l'équipement complémentaire par des chaînes de solidarité, s'il nous manque au début un peu d'équipement pour assurer des interventions de qualité et mettre en sécurité les professionnels. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le rôle du domicile, il est fondamental. Il est fondamental en amont, si j'ose dire, et il est fondamental après. Là, je parle pour les personnes qui sont atteintes. Il est fondamental parce qu'en amont, on est là pour aider la personne si elle est atteinte du Covid, l'aider à son domicile, à mieux vivre la maladie. Et c'est fondamental aussi après, s'il y a une hospitalisation, au retour de l'hospitalisation, de l'accueillir chez elle, de la rassurer, de l'aider à vivre cette période qui n'est pas facile. Donc pour ces raisons, c'est vraiment fondamental que on soit équipé de la même manière que les soignants, parce qu'on est évidemment exposé de la même manière. Est-ce que, alors je vois que le temps passe, il est 12h02. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? C'est toujours Hélène Chevalier, juste une question très simple en fait. À qui vous allez ou vous avez adressé vos propositions? Alors, ces propositions, on les a pour l'instant partagées aux différents acteurs du secteur. Ensuite, effectivement, il faut envisager la suite, c'est-à-dire là, on a des propositions qui sont de l'ordre du plaidoyer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Comment est-ce qu'on fait pour les rendre concrètes? Là, on a deux types d'actions, si j'ose dire. La première, c'est de communiquer ces propositions au ministère concerné, c'est-à-dire il y a le ministère de la Santé, bien évidemment, M. Véran et son cabinet. Il y a le ministère du Travail qui est concerné. Il y a aussi des conseillers de M. Macron et de M. Philippe qu'il faut, parce qu'on souhaite évidemment les sensibiliser sur le sujet. Ça, c'est donc la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en musique. Ça, on peut travailler avec les acteurs qui peuvent le faire. Et nous, on a déjà pris un certain nombre de contacts, notamment avec la CNSA, parce qu'au siège alors c'est la CNSA aujourd'hui qui anime, on va dire, l'aide à domicile, et donc qui réunit en son sein toutes les parties prenantes, que ce soit organisation syndicale ou fédération d'employeurs ou autres parties prenantes. Et donc, ce sera important qu'il y ait un vrai travail. Si un jour on veut unifier le métier, là je pense par exemple à la proposition 3, il faut absolument que tout le monde puisse se mettre autour de la table pour discuter et pour voir de manière constructive les solutions qui peuvent être trouvées pour que chaque partie prenante conserve un rôle important. Parce que les corps intermédiaires comme les fédérations d'employeurs, elles ont un rôle essentiel.
elles ont un rôle essentiel aujourd'hui, mais elles auront un rôle encore plus pertinent si jamais on leur donne plus de poids. Et pour leur donner plus de poids, il faut unifier le métier. Voilà, donc c'est le travail qu'on a à faire. Oui, monsieur, vous avez une question? Noël Boutier, donc journaliste aux médias sociaux. Si on relève vos 4 propositions phares, certaines relèvent plus, j'allais dire, d'une organisation syndicale, notamment sur le salaire, et d'autres relèvent plus d'une organisation professionnelle de type fédération de l'aide à domicile. Est-ce que le fait de rassembler des propositions qui sont d'ordre un peu différent, est-ce que c'est une volonté de dépasser les clivages entre les syndicats, les fédérations professionnelles? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers quelque chose de plus unifié? Merci. Ouais, je vais réagir sur la partie rémunération. Et en tant que dirigeant de structure, je pense qu'aujourd'hui, c'est important, et on le voit, moi, ça fait que 4 ans que je suis dans ce secteur, que la reconnaissance, je dirais, du travail et de tout ce que vous avez pu percevoir, elle passe aussi par la rémunération. Il est toujours inadmissible aujourd'hui d'avoir 2/3 des salariés, quelle que soit la convention collective, qui soient au SMIC, et avec les difficultés et toutes les missions qui leur sont demandées. Donc, c'est aussi important. Et pourquoi nous, dans notre posture aussi d'employeur, on est obligé de défendre cette posture-là, c'est qu'une grande partie de nos prestations, elles sont, entre guillemets, financées par l'impôt, par le bien public, par beaucoup d'actions, et qu'aujourd'hui, c'est un projet de société, et ça va au-delà de ce que vous évoquez le syndical, c'est un projet de société de comment on valorise ces métiers du prendre soin, et dans lequel on les paye justement. La valeur d'usage, des fois, elle a été faussée par le financement. C'est de dire aux gens, vous intervenez pour 18, 19 euros, alors que si vous voulez rémunérer correctement les gens, les former, leur donner la capacité de faire les choses, ça coûte beaucoup plus cher. C'est à nous, collectivement, et là on revient que salariés, parties prenantes, acteurs du territoire et dirigeants, de se dire à un moment donné, il faut valoriser les choses correctement et reconnaître les métiers, du prendre soin, c'est aussi de les rémunérer correctement. Ce n'est pas simplement qu'un discours syndical ou autre, c'est un travail de société. Moi, c'est ma conviction. Oui, et pour compléter, moi, je fais un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les entreprises à mission. Nous, en fait, qu'on soit dirigeants, salariés ou auxiliaires, notre but, c'est d'accompagner les personnes âgées à mieux vieillir chez eux. Donc, c'est pas, on n'a pas un rôle plus important ou moins important, on a un rôle qui est différent. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut pas opposer les rôles des uns et des autres ou les intérêts des uns et des autres. On veut mettre un intérêt par-dessus qui est le bien-être des personnes âgées qu'on accompagne. Et par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut faire le mieux? Sachant que, évidemment, qu'on a tous des aspirations. Les professionnels, ils veulent travailler dans des bonnes conditions, ils veulent être bien payés. Les employeurs, ils veulent avoir de l'impact social, ils veulent évidemment qu'il y ait une vraie pérennité économique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la raison d'être. Si on a une raison d'être qui est claire, ça veut dire que quand on va travailler sur tous ces sujets, eh bien, on va prendre l'intérêt de la raison d'être au-dessus, et ça va nous aider à bien avancer. Donc, c'est en ce sens que, oui, employeurs et salariés, on est tous dans le même bateau. Et on a bien eu l'intention aussi de faire péter tous ces clivages du secteur pour se concentrer vraiment sur les professionnels, le prendre soin, voilà, et avancer collectivement. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions. Je vous propose de clôturer, là il est 12h10 pour la conférence de presse. Nous on reste à votre disposition. Alors le point de contact qu'on vous a donné sur l'invitation de la conférence de presse, c'est moi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à Léa dont vous avez également l'adresse. Après, si c'est plus des auxiliaires qui doivent répondre, évidemment, on sera ravis de vous mettre en contact avec les auxiliaires qui ont répondu. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier très sincèrement déjà les professionnels qui sont là, qui ont donné de leur temps pour pouvoir témoigner. C'est vraiment super que vous ayez été là. Donc, merci beaucoup à Isabelle, Frédéric et Soa Farah. Et merci beaucoup à David et Arnold aussi d'avoir témoigné en tant que dirigeant. C'est vraiment super. Merci à tous pour
pour votre attention. Et voilà, on vous souhaite une bonne journée et on est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et bien sûr, on vous tiendra. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que vous nous laissiez à un moment quand même vos coordonnées. Comme ça, on peut vous tenir au courant des avancées de notre plaidoyer et des actions qu'on mettra en place. Voilà, donc merci beaucoup et excellente journée à tous.